Je me souviens que ce matin-là, c'est un appel qui m'a réveillée et pas mon alarme habituelle. De ces appels qui changent tout. Pourtant, en raccrochant, j'ai fait comme d'habitude. Je me souviens que là, j'ai pleuré un peu sous l'eau. Parce que je pouvais. Personne ne me verrait, personne saurait. Je me souviens que je suis allée au travail. J'étais en stage de journalisme. En séance de rédaction, on n'a pas parlé de ça. L'info n'était pas encore sortie. J'avais peur que les gens sachent. J'avais besoin de silence. Et pourtant, dans mon bureau, je me souviens que j'actualisais la page de l'édition en ligne du 20 minutes, compulsivement. Je savais qu'eux allaient en faire un papier, et ça n'a pas manqué. Ma fille répond moi, je suis très inquiète. Après, c'est flou. Je me souviens vaguement d'avoir fait un micro-trottoir à Neuchâtel, où je travaillais, loin de ma famille, elle, en Valais. Je sais plus sur quoi j'ai bossé ce jour-là. Je me souviens juste de mon téléphone que je regardais, comme si on allait à nouveau m'appeler, comme si on allait m'annoncer que c'était en canular. Je me souviens plus du reste de la journée, comme si j'étais encore sous la douche, sous l'eau, et que ma mémoire, mes émotions y étaient restées enfouies, flottantes. C'est que le soir que j'ai sorti la tête de l'eau. C'est devenu réel quand j'en ai parlé à mon amie Diane. Dans mes souvenirs, on a vraiment très peu parlé de ce qui s'était passé exactement. Je crois pas que j'ai demandé à avoir de détails. Je sais pas ce qui s'est vraiment passé. Peut-être une histoire d'arme à feu, mais je suis même pas sûre. Et voilà, le temps a écoulé un peu comme ça. Et je me suis toujours imaginé que tu reviendrais une fois que tu avais digéré cette information. Et c'était pas le cas. Du coup, on n'a jamais vraiment parlé. 5 ans plus tard, je retourne en Valais, où sont mes racines, ma famille. Prochain arrêt, Martigny. Et je cherche ces bouts de mémoire auprès de ma mère, les bribes qui me manquent pour refaire le puzzle de cette journée. Alors moi, j'ai d'abord pensé que je rêvais. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est je suis pas réveillée, je suis pas là, ça n'existe pas, c'est pas ça. Ce qui s'est passé après, j'ai aucun souvenir depuis le quart d'heure après l'appel et l'enterrement. C'est très très flou. Je me rappelle ce qui s'est passé avant, la dernière fois que je l'ai vu. J'ai l'impression que c'était tellement horrible que j'ai gommé, je pense pas, mais masqué. Je crois pas que j'ai pleuré non plus. Je pense que certainement je suis allée au travail. Je pense que j'en ai parlé à personne parce que j'aurais pas su quoi dire. Parce que peut-être que si j'en parlais pas, encore une fois, ça n'existait pas. Je sais pas. Et je pense que si j'en avais parlé à qui que ce soit, par des gens extrêmement proches, je pense que je me serais écroulée. Je pense que il fallait que la vie continue, surtout rien changer. Peut-être que si ça continuait comme ça, là, tout de suite, peut-être que c'était quand même un rêve, et puis peut-être que ça n'existe pas. Et je me souviens que le téléphone a sonné au milieu de la nuit. Ça, on n'aime jamais. Enfin, moi, en tout cas, j'aime jamais. Personne me téléphone au milieu de la nuit. Donc, ça fait déjà peur. Si on t'appelle au milieu de la nuit, c'est quelque chose d'important.
Et c'est papa qui a pris le téléphone. C'était Mallory qui appelait pour dire que Stacy était morte. Stacy, c'est ma cousine, ou était. Je ne sais pas quel mot utiliser, ni même comment en parler. Aux fêtes de famille, à Noël, 10 jours avant l'appel du 4 janvier 2016, on voyait pour la dernière fois ma cousine Stacy en vie. Après sa mort, on s'est tu dans la famille. C'est le silence qui a pris sa place et a tout recouvert. On dit de la sidération que c'est l'anéantissement des fonctions vitales sous l'effet d'un choc émotionnel. Dès lors, on reste sans voix. La douleur est trop forte pour les mots. Mais les mots, il y a de ceux qu'on dit et de ceux qu'on ne peut se résoudre à prononcer, car tout deviendrait réel. Parce que ma cousine n'est pas vraiment morte. On l'a tuée. C'est son ex. Un homme parmi les milliers d'autres qui font qu'un terme spécifique décrit cette réalité des violences conjugales. Féminicide. Il fait partie de ces mots que ni ma famille ni moi ne prononçons. Dans ce récit documentaire, sur le chemin du deuil, je cherche les mots qui nous ont manqué, que nous n'avons pas prononcés, mais surtout, je cherche à raconter cette histoire, la nôtre. Et prendre le micro, c'est prendre la main sur la narration, exposer ma version. Dans ma famille et au-delà, je m'interroge. Comment sortir celles et ceux qui restent de la honte et du silence ? Parce que le silence, je suis désormais persuadée qu'il ne nous protège pas. Why won't you like me? Have me right here so everyone can see. Say you would, say you could, say you'd like to, you'd want to, just me. Oh, Si vous avez besoin de soutien, retrouvez tous les numéros d'urgence, lieux d'accueil et ressources sur le site aide-o-victime.ch. Celle qui reste. Un documentaire sonore de reportage et Décharge Productions. Écrit, monté et réalisé par Sarah Gebalma, avec l'accompagnement de Laure Gabu et le regard de Michael Diatta. Le mixage et la mise en onde sont de Gérald Wang. Et la musique de Julia Dabala. Un grand merci à Erika Berazategui, assistante de production, et à Johanny Pernou pour la communication. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien des fondations Ernst Gunner, Jan Michalski et Pro Helvetia. Un immense merci à Julie pour ses précieux retours, à mes amis pour leur écoute, conseils et soutien, et à ma famille pour la confiance. Merci aussi à celles dont les mots ont infusé dans mon travail. Juliette Rousseau, Vinciane Després, Annie Ernaux, Belle Hooks et Colline Pierret. À Stacy. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez peut-être les autres créations diffusées sur Reportage. N'hésitez pas à les écouter et nous soutenir en nous laissant des étoiles, des cœurs et des petits mots. Ou en partageant cet épisode autour de vous. À bientôt. Reportage.